Le chiffon à poussière tomba des mains de Martine comme s'il avait été frappé par la foudre. Le couloir du manoir à Passy, Paris, demeura dans un silence absolu pendant quelques secondes, tandis qu'elle fixait le portrait accroché au mur. Ses yeux bruns s'écarquillèrent, sa respiration se bloqua dans sa gorge, et ses jambes tremblèrent, comme si elles allaient céder à tout moment. C'était lui. Il n'y avait aucun doute. Ce visage rond, ses yeux clairs et curieux, ce sourire timide qui cachait une tristesse ancienne. Martine connaissait chaque détail de ce visage, même après toutes ces années. « Je connais ce garçon », pensa-t-elle, sentant son cœur s'emballer dans sa poitrine. Mais comment? Pourquoi le portrait d'un garçon de l'orphelinat se trouverait-il sur le mur du manoir le plus luxueux où elle avait jamais travaillé? La voix de Robert Lambert trancha le silence comme une lame acérée. L'homme d'affaires de 40 ans descendait les escaliers de marbre d'un pas ferme, son costume italien impeccable, les cheveux grisonnants sur les tempes lui conférant un air d'autorité. Il tenait une tablette et semblait réviser quelques documents, sans remarquer l'état de choc de sa nouvelle employée. « Martine, ça va ?» demanda-t-il, levant enfin les yeux et remarquant la pâleur sur le visage de la femme. Le chiffon était par terre, et elle semblait pétrifiée devant le portrait. « Monsieur Lambert », balbutia-t-elle, la voix tremblante. « Ce garçon sur le portrait, je le connais. » Robert s'arrêta brusquement sur la dernière marche de l'escalier. Son visage, jusqu'alors serein, se transforma en un masque de confusion et d'incrédulité. Il posa la tablette sur le buffet en bois noble et s'approcha lentement de Martine, les yeux fixés sur elle comme s'il essayait de déchiffrer si c'était une sorte de mauvaise plaisanterie. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Sa voix sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. Martine déglutit avec difficulté. Elle n'avait commencé à travailler au manoir que 3 jours auparavant, recommandée par une agence pour l'emploi. Elle avait désespérément besoin de ce travail. Sa fille de 16 ans, Camille, dépendait d'elle, et les factures ne cessaient de s'accumuler. Mais quelque chose en elle l'empêchait de rester silencieuse devant ce portrait. « Ce garçon », répéta-t-elle, en désignant la peinture à l'huile qui représentait un enfant d'environ 4 ans, vêtu de beaux habits et tenant un ours en peluche. Il a vécu avec moi à l'orphelinat Sainte-Claire, à Orléans. Mais là-bas, il avait un autre nom. On l'appelait Léo. Le visage de Robert perdit toute couleur. Il fit un pas en arrière, comme si les mots de Martine étaient un coup de poing physique. Ses mains tremblaient visiblement, et il dut s'appuyer sur la rampe de l'escalier pour ne pas perdre l'équilibre. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, la voix presque inaudible. « Ça ne peut pas être. » Martine ressentit une pointe de compassion pour son patron. Elle ne savait pas exactement ce que ce portrait signifiait pour lui, mais la douleur affichée sur son visage était indéniable. Pourtant, elle était absolument certaine de ce qu'elle disait. « Je n'oublierai jamais ce visage, monsieur, dit-elle doucement. Léo est arrivé à l'orphelinat quand j'avais 7 ans. Il en avait 6 à l'époque. Nous avons vécu ensemble là-bas jusqu'à mes 14 ans. Il était spécial, vous savez. Toujours en train de dessiner, toujours en train de parler d'une grande maison, d'un piano, d'un grand frère. On pensait que c'était son imagination, mais il insistait. Il disait qu'un jour, son frère viendrait le chercher. » Robert chancela jusqu'au canapé le plus proche et s'y laissa tomber lourdement. Il enfouit son visage dans ses mains, et Martine put voir ses épaules trembler. Pendant un long moment, le seul son dans le manoir fut la respiration lourde de l'homme d'affaires, essayant de contrôler les émotions qui menaçaient de le submerger. Quand il releva enfin le visage, il y avait des larmes dans ses yeux. « Ce garçon sur le portrait, commença-t-il, la voix brisée, c'est mon frère Léonard. Il a été enlevé dans un parc ici à Paris quand il n'avait que 4 ans. J'étais avec lui ce jour-là. J'avais 8 ans et j'étais censé veiller sur lui, mais j'ai été distrait pendant quelques secondes, juste quelques maudites secondes. Quand je me suis retourné, il avait disparu. » Martine sentit ses propres larmes monter. L'histoire commençait à prendre sens d'une manière douloureuse et troublante. « Mes parents ont remué ciel et terre pour le retrouver, » continua Robert, les mots sortant en trébuchant. « Ils ont engagé des détectives, offert des récompenses, sont passés dans des émissions de télévision. Mais nous n'avons jamais trouvé la moindre trace de lui. Mon père ne s'en est jamais remis. Ma mère a passé les dernières années de sa vie à regarder par la fenêtre, espérant que Léonard rentrerait à la maison. Elle est partie il y a 5 ans, attendant toujours.
Le silence qui suivit fut dense et lourd. Martine ne savait pas quoi dire. Comment pourrait-elle expliquer que le garçon que Robert avait cherché pendant plus de 30 ans avait été à seulement une centaine de kilomètres de là, dans un orphelinat, vivant sous un autre nom? Robert se leva brusquement, comme si une énergie soudaine s'était emparée de lui. « Racontez-moi tout », exigea-t-il. « Tout ce que vous savez sur lui. Comment était-il? Quand est-il arrivé à l'orphelinat? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Martine essaya d'organiser les souvenirs qui étaient restés enfouis si longtemps. « Léo est arrivé à l'orphelinat en juin 1995, commença-t-elle. Je m'en souviens parce que c'était juste après mon anniversaire. Les sœurs ont dit que ses parents adoptifs étaient décédés dans un accident de voiture et qu'il n'avait plus personne. Il est arrivé avec une petite valise et un ours en peluche. Robert désigna le portrait. « Cet ours, dit-il d'une voix rauque, cet ours était le dernier cadeau d'anniversaire que je lui ai donné, 2 semaines avant sa disparition. » Martine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Léo ne se séparait jamais de cet ours. Il dormait, serré contre lui toutes les nuits, et il dessinait tout le temps. Il dessinait de grandes maisons, des pianos, un garçon plus âgé. Il disait qu'il avait un frère qui viendrait le trouver un jour. Les autres enfants se moquèrent de lui, disaient qu'il inventait des histoires. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de vrai dans tout ça. Quoi d'autre? Robert était maintenant debout devant elle, les yeux fixes, absorbant chaque mot comme si c'était de l'oxygène. Il était intelligent, gentil avec les plus jeunes enfants. Il faisait des cauchemars presque toutes les nuits, se réveillait en hurlant. Les sœurs essayèrent de le consoler, mais il ne parlait jamais de ses rêves. Il dessinait juste plus le lendemain. Martine fit une pause, le souvenir suivant étant particulièrement douloureux. Quand il a eu 14 ans, il y a eu une bagarre à l'orphelinat. Un des garçons plus âgés a déchiré un de ses dessins. Léo a été bouleversé. Cette nuit-là, il a fugué. Je ne l'ai plus jamais revu. « Fugué ?» répéta Robert, la voix chargée d'angoisse. « Où ça? Personne ne l'a su. Les sœurs l'ont cherché, mais c'était comme s'il avait disparu. J'ai moi-même quitté l'orphelinat quelques mois plus tard, quand j'ai eu 15 ans. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. » Robert se mit à arpenter la pièce, les mains dans les cheveux, essayant clairement de traiter toutes ces informations. « 30 ans, murmura-t-il. 30 ans à le chercher, et il était dans un orphelinat à Orléans, sous un autre nom, avec une fausse histoire. » Il s'arrêta brusquement et regarda Martine avec une intensité qui la fit reculer d'un pas. « Vous devez venir avec moi à l'orphelinat, dit-il. Maintenant, aujourd'hui. Nous devons découvrir comment il est arrivé là, qui l'a emmené, où il est maintenant. » « Mais monsieur, les sœurs ne s'en souviendront probablement pas, protesta Martine. Ça fait si longtemps. »« Elles s'en souviendront, dit Robert avec conviction, tout comme vous vous en êtes souvenu. Léonard laissait une impression sur les gens. Il l'a toujours fait. Il regarda le portrait au mur, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et de désespoir. Mon petit frère est peut-être en vie. Après toutes ces années, il est peut-être en vie. Martine hocha lentement la tête. Elle pouvait voir la détermination sur le visage de Robert, mais elle pouvait aussi voir la peur de découvrir des réponses qu'il n'était peut-être pas prêt à entendre. La peur que l'espoir puisse être écrasé une fois de plus. « Je vais prendre mon manteau, » dit-elle doucement. « Mais monsieur Lambert, peut-être devrions-nous nous préparer à la possibilité que les informations que nous trouverons ne soient pas celles que nous espérons. » Robert se tourna de nouveau vers le portrait de Léonard. « J'ai passé les 30 dernières années à me préparer à ne jamais trouver de réponse, » dit-il. « Maintenant qu'il y a une chance, aussi infime soit-elle, je dois la poursuivre jusqu'au bout, peu importe où elle me mènera. » Et ainsi, tandis que l'après-midi tombait sur Paris, 2 étrangers unis par un garçon disparu depuis des décennies se préparèrent pour un voyage qui allait changer leur vie pour toujours. Le portrait au mur semblait les observer, le sourire timide du garçon gardant des secrets qui allaient bientôt commencer à faire surface. Le voyage de Paris à Orléans fut marqué par un silence pesant. Robert conduisait sa Mercedes noire, les mains fermes sur le volant, les yeux fixés sur l'autoroute, mais l'esprit naviguant clairement dans les eaux troubles des souvenirs et des possibilités. Martine restait sur le siège passager, observant le paysage urbain céder progressivement la place à des zones plus boisées, luttant contre ses propres souvenirs du temps passé à l'orphelinat. L'après-midi se transformait en soirée,
lorsqu'ils arrivèrent dans le quartier où se trouvait l'orphelinat Sainte-Claire. L'endroit avait considérablement changé. Là où se trouvaient autrefois des maisons simples et des rues pavées, il y avait maintenant des immeubles modernes et une intense activité commerciale. Martine eut besoin de quelques minutes pour s'orienter, reconnaissant finalement le clocher de l'église qui avait toujours servi de point de repère. « C'est là », dit-elle en indiquant un bâtiment de 2 étages au bout d'une rue arborée. Le Zoute, bâtiment en briques apparentes, était exactement comme dans ses souvenirs, avec ses hautes fenêtres et son jardin de devant, bien que ce dernier fût mieux entretenu qu'à l'époque où elle y vivait. Robert se gara devant le portail en fer. Ses mains tremblaient visiblement lorsqu'il coupa le moteur. Pendant un instant, il resta simplement assis là, fixant le bâtiment où son frère avait vécu pendant des années sans que personne ne le sache. « Tout va bien, monsieur ?» demanda gentiment Martine. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai passé 30 ans à imaginer où était Léonard, s'il souffrait, s'il pensait à nous. Et maintenant je suis devant l'endroit où il a passé une partie de son enfance. C'est, fit-il une pause, cherchant les mots justes, c'est écrasant. » Ils sortirent de la voiture et se dirigèrent vers le portail. Une plaque discrète indiquait que l'endroit fonctionnait désormais aussi comme un centre communautaire. Martine sonna et le son résonna dans le silence de la rue tranquille. Quelques instants plus tard, une jeune bénévole apparut, souriante et serviable. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Robert s'avança, sortant une carte de visite de sa poche. « Je m'appelle Robert Lambert. J'aimerais parler à quelqu'un qui travaillait ici au milieu des années 90. C'est au sujet d'un enfant qui a vécu dans cet orphelinat à cette époque. » Le sourire de la jeune femme s'estompa un peu, remplacé par une expression plus sérieuse. « Laissez-moi appeler sœur Thérèse. Elle est ici depuis la fondation de l'orphelinat, il y a plus de 50 ans. » Il fut reconduit dans une salle d'attente simple mais accueillante, aux murs peints en jaune clair et avec quelques chaises en bois verni. Des photographies encadrées sur les murs montraient des groupes d'enfants au fil des décennies. Martine reconnut certaines photos de son époque, et son cœur se serra en voyant les jeunes visages d'amis qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps. Robert, pendant ce temps, étudiait chaque photographie avec intensité, comme s'il espérait trouver le visage de Léonard caché dans l'une d'elles. Ses doigts touchaient légèrement les cadres, et Martine pouvait voir l'espoir et la peur se battre dans ses yeux. La porte s'ouvrit, et une dame aux cheveux entièrement blancs entra dans la pièce. Elle devait avoir environ 75 ans, mais ses yeux bleus étaient vifs et alertes. Elle portait une robe simple de couleur grise et un crucifix en argent autour du cou. Son visage s'illumina quand elle vit Martine. « Martine, c'est vraiment toi ?» Sœur Thérèse ouvrit les bras, et Martine se sentit de nouveau une enfant en étant enveloppée dans cette étreinte chaleureuse. « Combien d'années? Tu es magnifique. Et ta fille, comment va-t-elle? » « Elle va bien, ma sœur. Grande, elle a déjà 16 ans. » Martine se dégagea doucement de l'étreinte et se tourna vers Robert. « Sœur Thérèse, voici Robert Lambert. Il a besoin de vous parler d'un enfant qui a vécu ici, un garçon nommé Léo. » Le visage de la religieuse changea instantanément. La joie fit place à une expression grave et pensive. Elle leur fit signe de s'asseoir et prit elle-même place sur une chaise voisine, joignant les mains sur ses genoux comme si elle se préparait à une conversation difficile. « Léo », répéta-t-elle doucement. « Oui, je me souviens très bien de lui. Comment pourrais-je oublier? Ce garçon portait une tristesse si profonde dans ses yeux. » Elle regarda Robert avec curiosité. « Puis-je vous demander quel est votre intérêt pour lui ?» Robert sortit une photo de la poche intérieure de son veston. C'était une copie du portrait qui était accroché au mur de son manoir. Il la tendit à sœur Thérèse avec des mains tremblantes. « Ceci est mon frère Léonard. Il a été enlevé dans un parc à Paris quand il avait 4 ans. C'était en 1993. Martine m'a dit qu'un garçon qui lui ressemblait beaucoup est arrivé ici en 1995 sous un autre nom. » La religieuse prit la photographie et ses yeux s'écarquillèrent. Elle couvrit sa bouche d'une main, clairement choquée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Mon Dieu du ciel !» Ses yeux s'emplirent de larmes en regardant la photo, puis Robert. « C'était vous? Vous étiez le garçon plus âgé qu'il dessinait. » Il dessinait un frère. Robert se pencha en avant, la voix chargée d'émotion. « Constamment, confirma sœur Thérèse. Léo est arrivé ici le 15 juin 1995.
Une femme qui s'est présentée comme assistante sociale l'a amenée. Elle a dit que les parents adoptifs de l'enfant étaient décédés dans un accident de voiture sur l'autoroute A10 et qu'il n'y avait pas d'autres parents. Elle a présenté tous les documents nécessaires. Tout semblait en ordre. Mais ça ne l'était pas, dit Robert. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. J'avais mes doutes, admit la religieuse. La femme était nerveuse, pressée. Elle voulait déposer l'enfant et partir le plus vite possible. Et le garçon, il était en état de choc. Il ne parlait pas. Il serrait juste cet ours en peluche, comme si sa vie en dépendait. Robert ferma les yeux, essayant clairement de contrôler ses émotions. « Je lui ai donné cet ours, » dit-il d'une voix rauque, 2 semaines avant sa disparition. Sœur Thérèse se leva et se dirigea vers une fenêtre, regardant le jardin à l'extérieur. Il a fallu des semaines avant que Léo ne commence à nous parler. Et quand il a enfin parlé, il a raconté des histoires d'une grande maison, d'un beau jardin, d'un piano à queue dans le salon. Il parlait d'un grand frère qui était son héros, qui le protégeait, qui jouait avec lui. Elle se tourna pour leur faire face. Mais il parlait aussi de méchantes personnes qui l'avaient emmené, de voix effrayantes, d'endroits sombres. Nous pensions qu'une partie de cela pouvait être le traumatisme de l'accident qui avait coûté la vie à ses parents adoptifs. « Il n'y a pas eu d'accident, dit Robert d'une voix ferme. Il a été kidnappé. Quelqu'un l'a pris et l'a gardé pendant 2 ans avant de l'amener ici. Le silence qui suivit fut lourd et douloureux. Sœur Thérèse retourna à sa chaise, clairement ébranlée par la révélation. « Nous avons essayé de l'aider, continua-t-elle après un moment. Nous lui avons donné de l'amour, une structure, une éducation. Léo était brillant, extrêmement doué pour le dessin. Mais il n'a jamais été complètement heureux ici. Il disait toujours que son frère viendrait le chercher un jour. Les autres enfants ont commencé à se moquer de lui pour ça, disant qu'il inventait des histoires. Martine était l'une des rares à le défendre. Martine hocha la tête, ses propres larmes coulant maintenant librement sur son visage. Je savais qu'il disait la vérité. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le savais. Et puis il a fugué, dit Robert. Martine m'a parlé de la bagarre. Sœur Thérèse soupira profondément. C'était en octobre 1999. Léo avait 14 ans. Un des garçons plus âgés, jaloux de son talent pour le dessin, a déchiré un portrait que Léo avait fait. C'était un dessin de 2 garçons se tenant la main devant un piano. Léo était désespéré. Il a essayé de recoller les morceaux, mais c'était détruit. Cette nuit-là, il a disparu. Il n'a laissé qu'un mot disant qu'il partait chercher son frère. Robert se leva brusquement, la chaise grinçant contre le plancher en bois. « Vous l'avez cherché? Vous avez appelé la police ?»« Nous avons fait tout ce que nous pouvions, » répondit la religieuse sur la défensive. Mais il avait 14 ans, il était considéré comme un fugueur volontaire. La police a fait des recherches pendant quelques semaines, mais sans résultat. Il a simplement disparu. Elle fit une pause. « J'ai toujours porté la culpabilité de ne pas avoir mieux protégé ce garçon. Ce n'était pas votre faute, ma sœur, dit doucement Martine. Ce qui est arrivé à Léo a commencé bien avant qu'il n'arrive ici. » Robert se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches, les épaules tendues. « J'ai besoin de ces dossiers, dit-il sans se retourner, tout ce que vous avez. Documents d'admission, dossiers médicaux, n'importe quoi. Je vais chercher son dossier, dit sœur Thérèse en se levant. Mais il y a autre chose que vous devez voir. Quelque chose que Léo a laissé. Elle quitta la pièce, laissant Robert et Martine dans un silence chargé d'attente. Robert se retourna enfin, et Martine put voir qu'il pleurait silencieusement, les larmes coulant sur son visage habituellement contrôlé. « Il m'a attendu, Martine. Toutes ces années, il a attendu que je le trouve, et j'ai échoué. »« Vous n'avez pas échoué, » dit-elle fermement. « Vous ne saviez pas où chercher, personne ne le savait. Mais maintenant, nous le savons, et nous allons le trouver. » Sœur Thérèse revint portant un dossier jauni par le temps et quelque chose enveloppé dans du papier Kraft. Elle posa le dossier sur la table et déballa soigneusement le deuxième objet. C'était un dessin préservé entre 2 feuilles de papier calque. Il montrait une grande et élégante maison, avec un jardin fleuri devant. Dans le salon, clairement visible à travers une fenêtre dessinée avec des détails surprenants, se trouvait un piano à queue. 2 garçons se tenaient la main dans le jardin, l'un visiblement plus grand que l'autre. Dans le coin inférieur droit, écrites avec la calligraphie irrégulière d'un enfant, se trouvaient les mots « Léonard et Robert, ensemble pour toujours », et juste en dessous, presque comme une prière,
Un jour, mon frère me trouvera. Robert prit le dessin avec des mains tremblantes. Ses jambes semblèrent flageoler, et il dut se rasseoir. Il passa doucement ses doigts sur les lignes du dessin, sur les noms écrits là, sur la promesse qu'il n'avait pas pu tenir. Robert ne quitta pas le bureau de son manoir pendant les 3 jours suivants. Il avait transformé l'espace en un centre d'opération, avec des cartes étalées sur la grande table en acajou, des piles de documents, de vieilles photographies et une chronologie écrite sur un tableau blanc qui occupait tout un mur. Martine était devenue bien plus qu'une employée. Elle était désormais une alliée essentielle, la seule personne qui pouvait offrir des informations de première main sur l'adolescent Léonard. L'homme d'affaires avait engagé les meilleurs détectives privés de Paris, une équipe dirigée par un ancien commissaire nommé Dr Henri Tavares, connu pour résoudre des affaires considérées comme impossibles. L'homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux lunettes à monture discrète, étudiait les documents avec la méticulosité de quelqu'un qui avait travaillé des décennies dans la police. « Ces documents sont des faux », déclara-t-il le matin du 4e jour, en montrant les certificats que sœur Thérèse avait fournis. Des contrefaçons bien faites pour l'époque, mais des contrefaçons. Le cachet du tribunal aux affaires familiales provient d'une juridiction qui n'existait même pas en 1995. Quelqu'un avec des connaissances et des ressources a préparé cette documentation. Robert frappa du poing sur la table, faisant sursauter les papiers. C'était donc planifié. Ce n'était pas un enlèvement au hasard. Quelqu'un voulait spécifiquement Léonard. Exactement, acquiesça Tavares. Et vu la qualité de la contrefaçon et le temps qu'il a fallu avant que vous ne le localisiez à l'orphelinat, nous parlons de personnes avec des relations. Probablement un réseau. Un réseau ? Martine sentit un frisson lui parcourir l'échine. De quoi parlons-nous ici ? Le détective échangea un regard significatif avec Robert avant de répondre. Dans les années 90, il y avait des systèmes de placement illégal d'enfants dans des familles qui ne pouvaient pas adopter par les voies légales. Généralement, des familles riches, sans enfants, désespérées. Les enfants étaient enlevés à leur famille biologique, gardés dans des lieux temporaires pour que la recherche initiale diminue, puis placés chez les nouveaux parents avec de faux documents. Robert avait pâli. Alors Léonard a été confié à une famille. Il a vécu avec eux. Pendant les 2 ans entre l'enlèvement et l'arrivée à l'orphelinat, il semble que oui. Tavares feuilleta ses notes. Maintenant, nous devons découvrir ce qui est arrivé à cette famille et pourquoi Léonard a fini à l'orphelinat au lieu de rester avec eux. Sœur Thérèse a dit que les parents adoptifs seraient décédés dans un accident, se souvint Martine. Sur l'autoroute A10. Tavares hocha la tête. J'ai vérifié les registres d'accidents de cette époque. Il y a bien eu un accident mortel sur l'A10 en mai 1995. Un couple du nom de Julien et Christine Martin, sans enfants enregistrés, résidant à Paris. Leur voiture a heurté un camion. Tous 2 sont décédés sur le coup. Alors c'était vrai, murmura Martine. La partie sur les parents adoptifs. Robert se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le jardin à l'extérieur. S'ils avaient Léonard illégalement, cela expliquerait pourquoi il n'y avait pas de traces d'un enfant associé à eux. Quand ils sont morts, quelqu'un a dû se débarrasser de la preuve. « Ce n'est pas tout à fait ça », interrompit Tavares. « Mon équipe a enquêté à fond. Christine Martin était infirmière. Elle travaillait dans un hôpital privé ici à Paris. Julien était entrepreneur, propriétaire d'une petite entreprise d'importation. Ils étaient connus dans leur cercle social comme un couple qui essayait désespérément d'avoir des enfants. Ils ont suivi des traitements de fertilité, ont tenté plusieurs fois l'adoption légale, toujours sans succès. Et puis quelqu'un leur a offert une alternative, dit Robert amèrement. Précisément. Tavares ouvrit un nouveau dossier. J'ai réussi à retracer une partie de leurs finances. 2 mois avant l'enlèvement de Léonard, Julien Martin a effectué un virement bancaire d'1 million de francs sur le compte d'une société écran. C'était une fortune à l'époque. Ils ont acheté mon frère, dit Robert, la voix chargée d'une haine à peine contenue. Ils ont payé 1 million de francs pour un enfant. Volé. Martine posa doucement la main sur son bras. Monsieur Robert, il se peut qu'ils n'aient pas su toute la vérité. Il se peut qu'on leur ait raconté une histoire différente. Tavares acquiesça. Il est courant dans ces schémas que les acheteurs croient sauver un enfant d'une mauvaise situation. On leur disait que les parents biologiques étaient toxicomanes, violents, que l'enfant serait mieux avec eux. Les gens y croyaient
parce qu'il voulait y croire. Robert prit une profonde inspiration, essayant de contrôler sa colère. « Et l'assistante sociale qui a emmené Léonard à l'orphelinat, avez-vous réussi à l'identifier ?»« Nous y travaillons encore, » admit Tavares. « La description que sœur Thérèse nous a donnée est vague, et il n'y avait pas de caméra de sécurité à l'orphelinat à cette époque. Mais nous faisons faire un portrait robot basé sur son témoignage et celui d'autres employés présents ce jour-là. » Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions pour toutes les personnes impliquées. L'équipe de Tavares travailla sans relâche, passant des appels, visitant des lieux, parlant à des personnes qui avaient connu Julien et Christine Martin. Martine restait au manoir, aidant Robert à organiser les informations et offrant des aperçus de ce qu'était Léonard à l'époque de l'orphelinat, des détails qui pourraient être cruciaux pour le retrouver maintenant. Ce fut lors d'une de ces conversations, tard dans la nuit, que Robert s'ouvrit enfin sur le poids de la culpabilité qu'il portait. « J'aurais dû lui tenir la main plus fort, dit-il, les yeux fixés sur une vieille photographie des deux frères. Nous étions au parc Monceau. C'était un dimanche magnifique. Léonard voulait voir les canards sur le lac. J'ai dit oui, mais je voulais d'abord acheter une glace. Il est resté près de moi au stand de glace, si près. Mais alors une fille, que je connaissais de l'école est passée, et moi il fit une pause douloureuse. J'ai été distrait pendant peut-être 20 secondes. Juste 20 secondes pour la saluer. Quand je me suis retourné, Léonard avait disparu. « Vous étiez un enfant, » dit doucement Martine. « Vous aviez 8 ans. Ce n'était pas votre responsabilité. Mais j'étais le grand frère, » insista Robert. « Il me faisait confiance. Et j'ai échoué. Mes parents ne m'ont jamais blâmé ouvertement, mais je le voyais dans leurs yeux. Je le voyais quand ma mère me regardait et détournait rapidement le regard comme si ma présence lui rappelait celui qui n'était plus là. Robert, ce n'est pas juste envers vous-même. Vous avez consacré votre vie à le chercher. J'ai consacré ma fortune, corrigea-t-il. Quand mon père est parti et que j'ai hérité de l'entreprise, j'ai fait croître la société au-delà de ce qu'il aurait jamais imaginé. Chaque centime que j'ai gagné, une partie est allée aux détectives, au programme pour enfants disparus, pour maintenir la recherche active. Mais moi-même, il toucha sa poitrine. J'ai cessé de vraiment chercher. J'ai cessé de croire que je le retrouverais vivant. Et maintenant, nous avons une nouvelle chance, dit fermement Martine. Nous allons le trouver. 2 jours plus tard, Tavares entra dans le bureau avec une expression qui mêlait excitation et appréhension. « Nous avons trouvé quelque chose », annonça-t-il sans préambule. « Un dossier hospitalier de 2002 d'un hôpital public à Lyon. Un jeune homme d'environ 17 ans a été admis avec des blessures après avoir été retrouvé inconscient près de la gare routière. Il était dénutri, déshydraté, avec des signes d'avoir vécu dans la rue. « Léonard ?» Robert se leva d'un bond. Le nom qu'il a donné était Léonard da Silva, une combinaison qui suggère qu'il se souvenait encore de son vrai prénom, mais n'avait pas de nom de famille à donner. Il est resté à l'hôpital pendant 2 semaines, a été soigné, nourri, puis a disparu avant qu'on ne puisse le diriger vers un foyer. Martine sentit son cœur se serrer. Il était en vie en 2002. Cela signifie qu'il a réussi à survivre dans la rue pendant 3 ans après avoir fui l'orphelinat. Robert était visiblement ébranlé. 17 ans. Mon frère avait 17 ans et vivait dans la rue pendant que je vivais dans un manoir, conduisait des voitures de luxe, dînait dans des restaurants chers. Comment n'ai-je pas su? Comment n'ai-je pas senti? Vous ne pouviez pas savoir, dit Tavares. Mais maintenant nous savons qu'il était en vie au moins jusqu'en 2002. Et il y a plus. Plus? Nous avons trouvé un autre dossier, celui-ci de 2012, hôpital public à Tours. Un homme d'environ 30 ans a été admis après un grave accident de travail. Il est tombé d'un échafaudage sur un chantier. Il a subi un traumatisme crânien et est resté dans le coma pendant plusieurs semaines. Et c'était Léonard? La voix de Martine était chargée d'anxiété. Le nom sûr. Le dossier était Léo Sainte-Claire, une référence claire à l'orphelinat. Quand il est sorti du coma, il avait une amnésie partielle. Il se souvenait de fragments, d'images, mais ne pouvait pas former un récit cohérent de sa vie. Les médecins disent qu'il était agité, qu'il dessinait constamment. Un des infirmiers a gardé certains de ses dessins. Tavares sortit plusieurs feuilles de papier de son dossier. Ce sont des copies. Martine prit les dessins et sentit les larmes monter. C'étaient des portraits d'enfants, des scènes d'un orphelinat et à plusieurs reprises,
l'image d'un piano avec 2 garçons. La calligraphie était plus mature, mais le style était incomparable. « C'est lui, murmura-t-elle. C'est définitivement lui. » Robert prit les dessins de ses mains avec révérence, comme s'il s'agissait de reliques sacrées. « Mon frère, murmura-t-il. Mon petit frère. » Il essayait de se souvenir. Il essayait de retrouver le chemin du retour. Le docteur Auguste Fournier, le médecin à la retraite qui avait soigné Léonard à Tours, reçut Robert et Martine dans sa simple maison de campagne. C'était un homme aux cheveux entièrement blancs, de près de 70 ans, mais avec une mémoire étonnamment vive. Il les invita à s'asseoir sur sa véranda, où le chant des oiseaux créait une atmosphère presque irréelle face à la gravité de la conversation qu'ils allèrent avoir. « Je n'ai jamais oublié ce patient », commença le docteur Fournier en servant du café à ses visiteurs. Il était différent des autres. Même avec l'amnésie, il y avait une gentillesse en lui, une âme d'artiste. Quand il a repris conscience après le coma, la première chose qu'il a demandé, c'était un crayon et du papier. « Et que dessinait-il » demanda Robert, se penchant en avant. « Des enfants, principalement. Des dizaines de visages d'enfants, chacun avec des détails uniques. Et il y avait toujours cette scène du piano avec les 2 garçons. Il ne savait pas expliquer pourquoi il dessinait cela, mais il disait que c'était important, que cela signifiait quelque chose d'essentiel qu'il devait se rappeler. Martine tenait sa tasse de café à 2 mains, comme si elle avait besoin de la chaleur pour rester ancrée. Parlait-il de quelque chose? D'où il venait? De sa famille? Il essayait, dit le médecin tristement. Mais les souvenirs étaient fragmentés. Il se souvenait d'un endroit avec beaucoup d'enfants, de la faim, du froid. Il se souvenait d'avoir fui un endroit. Et il y avait un souvenir récurrent qui le perturbait beaucoup, celui d'une grande maison, de musique, de se sentir en sécurité. Mais il n'arrivait pas à relier les points. Combien de temps est-il resté à l'hôpital? Voulut savoir Robert. 3 mois. Il a reçu un traitement pour ses blessures physiques et un suivi psychologique pour son amnésie. Nous essayons de l'aider à retrouver progressivement ses souvenirs. Le médecin fit une pause, une pointe de culpabilité dans la voix. Mais un matin, il n'était tout simplement plus là. Il a laissé un mot remerciant pour les soins, disant qu'il devait trouver quelque chose d'important. Il a dit quoi? Martine se pencha en avant, l'urgence claire dans sa voix. Le docteur Fournier se leva et entra dans la maison, revenant quelques minutes plus tard avec une petite enveloppe jaunie. J'ai gardé ça toutes ces années. J'ai toujours espéré qu'il reviendrait. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un morceau de papier avec la calligraphie irrégulière de quelqu'un qui récupérait encore ses capacités motrices. Le message était court mais percutant. « Je dois retourner à l'endroit où vivaient les enfants. Quelqu'un m'attend. Merci pour tout. Léo. » Robert prit le billet avec des mains tremblantes. « Il est allé chercher l'orphelinat, murmura-t-il. Même sans se souvenir complètement, quelque chose en lui savait qu'il devait y retourner. « C'était en 2012, dit Martine, faisant des calculs mentaux. 13 ans après avoir fui de là, il avait 30 ans. Le médecin hocha gravement la tête. J'ai essayé de le retrouver par la suite, mais il n'y avait aucune trace. C'était comme s'il avait de nouveau disparu. Je me suis toujours demandé s'il avait réussi à trouver ce qu'il cherchait. Le voyage de retour à Orléans fut chargé de tension et d'un espoir renouvelé. Robert conduisait plus vite que la prudence ne l'exigeait, clairement impatient de retourner à l'orphelinat. Tavares et son équipe avaient déjà été contactés et avaient promis de les y retrouver avec de nouvelles informations. Quand ils arrivèrent à l'orphelinat Sainte-Claire, le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances orangées et rosées. Sœur Thérèse les attendait au portail, accompagnée de Tavares et de 2 de ses assistants. L'expression de la religieuse était sombre. « Ma sœur !» Martine courut vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé? Après votre passage, j'ai commencé à enquêter de mon côté, » expliqua la vieille dame. « J'ai parlé à d'anciens employés, j'ai cherché dans des archives qui n'avaient pas été consultées depuis des années, et j'ai trouvé quelque chose de troublant. Elle les conduisit jusqu'au vieux bâtiment, maintenant partiellement désaffecté. Ils montèrent les escaliers jusqu'au 2e étage, où se trouvaient les anciens dortoirs. L'endroit était vide depuis des années, mais il conservait encore l'odeur caractéristique des vieilles institutions, un mélange de désinfectants et de souvenirs oubliés. C'était le dortoir où dormait Léo, dit sœur Thérèse, en poussant une porte en bois qui grinça sur des gonds rouillés. La chambre était vide,
à l'exception de quelques lits en fer alignés contre les murs. Après que nous ayons fermé cette aile en 2015 pour des rénovations qui n'ont jamais eu lieu, personne n'est plus entré ici. Jusqu'à la semaine dernière, quand je suis venu chercher. Chercher quoi? Robert entra prudemment dans la chambre. La religieuse se dirigea vers le coin le plus éloigné du dortoir et désigna le mur. Quelqu'un est venu ici, récemment. Sur le mur délavé, réalisé avec ce qui semblait être du fusain ou du graphite, il y avait des dessins, des dizaines, des portraits d'enfants, des scènes de l'orphelinat, et au centre de tout, une image, plus grande et plus élaborée. Une maison imposante avec un jardin, un piano clairement visible à travers une fenêtre, et deux garçons se tenant la main. Sous le dessin, écrites avec une calligraphie d'adulte mais toujours reconnaissable, se trouvaient les mots « Je suis revenu mais personne ne m'attendait ». Robert s'approcha du mur comme en transe. Il passa ses doigts sur les dessins et Martine put voir ses mains trembler. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'émotion. « Il est venu ici. Après l'accident, après être sorti de l'hôpital, il a retrouvé le chemin. Il me cherchait. Il cherchait. Des réponses et il n'a trouvé personne. La date peut-elle être estimée ? Demanda Tavares, prenant déjà des photos des dessins avec son téléphone portable. D'après nos registres, ce bâtiment a été complètement fermé en 2015, expliqua sœur Thérèse. Mais en 2012, nous avions encore quelques activités communautaires occasionnelles ici. Quelqu'un aurait pu entrer sans être remarqué, surtout la nuit. Alors il était ici il y a plus de 10 ans, dit Martine, sentant son cœur se serrer. Où est-il allé après? Tavares rangea son téléphone et se tourna vers le groupe. C'est là que mon équipe a des nouvelles. Nous avons trouvé quelque chose de plus récent. Tous les yeux se tournèrent vers lui. En 2018, un homme identifié comme Léonard Silva s'est inscrit à un programme d'aide sociale dans une petite ville de Haute-Savoie, Annecy. Le dossier le décrit comme un artiste de rue, faisant des portraits au fusain sur la place principale. Il n'avait pas de papier d'identité officiel, mais l'assistant social qui l'a reçu a été impressionné par son talent et l'a aidé à obtenir quelques ventes auprès des touristes. Robert saisit le bras de Tavares. 2018. C'était il y a 7 ans. Est-il toujours là-bas? Nous n'avons pas pu le confirmer, admit le détective. Mais nous avons un contact dans la ville qui va faire des vérifications. S'il est toujours là, ou si quelqu'un sait où il est allé, nous le découvrirons. L'attente des résultats de l'enquête à Annecy fut une torture. Robert dormait à peine, passant ses nuits à étudier les dessins qu'ils avaient photographiés à l'orphelinat, les comparant au portrait de Léonard enfant accroché dans son manoir. Martine restait présente, offrant un soutien silencieux, préparant des cafés qu'il touchait à peine, lui, rappelant gentiment de manger. Ce fut lors de la 3e nuit d'attente que Robert s'effondra enfin. Martine le trouva assis par terre dans son bureau, entouré de photographies et de documents, pleurant silencieusement. Elle s'assit à côté de lui sans rien dire, offrant simplement sa présence. « J'ai perdu tellement de temps, dit-il finalement. Des années à chercher au mauvais endroit, à consulter des médiums, des voyants. Quiconque promettait des réponses. J'ai dépensé des fortunes, mais la réponse était à une centaine de kilomètres, dans un simple orphelinat. Si j'avais cherché différemment, si j'avais été plus persistant, plus intelligent. Vous avez fait de votre mieux avec les informations que vous aviez, dit fermement Martine. Et Léonard a survécu. Malgré tout, il a survécu. Cela signifie qu'il est fort, qu'il y a de l'espoir. Mais que vais-je lui dire? Robert la regarda avec des yeux rouges. Comment vais-je lui expliquer que je ne l'ai pas trouvé à temps? Qu'il a passé des années à attendre, à dessiner ses pianos, ses frères se tenant la main, et que je n'étais pas là. Vous lui direz la vérité, que vous n'avez jamais cessé de chercher, que vous n'avez jamais abandonné, et vous lui montrerez tout l'amour que vous avez gardé pendant ces 30 années. L'appel de Tavares arriva le lendemain matin, tôt, avant même que le soleil ne soit complètement levé. Robert répondit à la première sonnerie, le cœur battant à tout rompre. « Nous avons trouvé quelque chose, dit le détective, et il y avait une note de triomphe prudent dans sa voix. Un artiste de rue correspondant à la description de Léonard vend ses œuvres sur un marché d'artisanat qui a lieu chaque week-end sur la place principale d'Annecy. Les habitants le connaissent sous le nom de Léo, le dessinateur. Ils disent qu'il est calme, poli,
et que ces portraits sont incroyablement détaillés. Robert pouvait à peine respirer. Il est là, maintenant? Le marché a lieu les samedis et dimanches. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Si nous partons maintenant, nous pouvons y arriver demain matin et le trouver. Martine, qui avait écouté la conversation sur le haut-parleur, prenait déjà son sac. « Allons-y », dit-elle simplement. « Il est temps de ramener votre frère à la maison. » Le voyage jusqu'à Annecy dura 6 heures, mais pour Robert cela parut une éternité. Il conduisit en silence la plupart du temps, les yeux fixés sur la route, les mains fermes sur le volant malgré la tempête d'émotions qui le consumait de l'intérieur. Martine respectait son silence, se contentant d'observer le paysage qui passait progressivement de l'urbain au rural, des bâtiments gris aux montagnes vertes. Ils arrivèrent dans la ville historique alors que le soleil était encore bas sur l'horizon. Annecy se révéla être un joyau préservé, avec ses églises baroques, ses maisons colorées et ses rues pavées qui résonnaient de siècles d'histoire. La place principale où devait se tenir le marché artisanal commençait à s'animer avec des stands en cours de montage. Tavares les attendait, à la porte de l'auberge qu'il leur avait réservée. Son expression était sérieuse, mais pleine d'espoir. « J'ai confirmé ce matin tôt avec quelques commerçants locaux », rapporta-t-il. Léo arrive généralement vers 9 heures et installe son stand près de l'église. Il vend des portraits au fusain et quelques aquarelles. On dit qu'il est très talentueux. « Comment est-il » demanda Robert, la voix rauque d'anxiété. « Physiquement, je veux dire. » Grand, mince, cheveux foncés avec déjà quelques mèches blanches, bien qu'il n'ait que 34 ans. Barbe de quelques jours, vêtements simples mais propres. Les gens disent qu'il est poli mais réservé. Il ne parle pas beaucoup de lui-même. Il préfère laisser son travail parler pour lui. Robert hocha lentement la tête, traitant chaque mot. Martine lui toucha doucement le bras. « Êtes-vous prêt pour ça ?»« J'ai passé 30 ans à me préparer, » répondit-il. « Mais maintenant que le moment est arrivé, je ne sais pas si je pourrai jamais être vraiment prêt. » Ils décidèrent d'attendre que le marché soit complètement installé avant de s'approcher. Tavares suggéra d'observer de loin d'abord pour s'assurer que c'était bien Léonard et pour que Robert puisse se préparer émotionnellement à la rencontre. À 9h15, Martine le vit la première. Il traversait la place en portant un grand carton à dessin sous le bras et un sac à dos. Il était grand, comme l'avait décrit Tavares, avec une posture légèrement voûtée, comme s'il portait un poids invisible. Ses cheveux foncés tombaient légèrement sur ses yeux, et il y avait en lui une quiétude qui lui rappela immédiatement le garçon de l'orphelinat. « C'est lui », murmura-t-elle, ses propres larmes commençant à couler. « Mon Dieu, Robert, c'est vraiment lui. » Robert regarda dans la direction qu'elle indiquait, et le monde sembla s'arrêter. Là, à seulement 50 mètres de distance, se trouvait le frère qu'il avait cherché pendant 3 décennies. Léonard n'était plus le petit garçon du portrait, mais Robert pouvait voir des fragments de cet enfant dans l'homme qui montait soigneusement son stand, organisant ses dessins avec des mains délicates et précises. « Il a les yeux de notre mère, » dit Robert, la voix brisée, « et la façon dont il penche la tête quand il est concentré, exactement comme le faisait notre père. » Tavares posa la main sur l'épaule de l'homme d'affaires. « Voulez-vous que j'y aille en premier? Je peux lui parler, préparer le terrain. » Mais ce fut Martine qui répondit. « Non, j'y vais. » Les 2 hommes la regardèrent, surpris. « Il me connaît, » expliqua-t-elle. « Ou du moins, il m'a connu. Ce sera peut-être moins choquant si je m'approche d'abord, si je lui rafraîchis la mémoire sur l'orphelinat et si j'introduis ensuite Robert, progressivement. » Robert hésita, clairement partagé entre le désir de courir immédiatement vers son frère et la sagesse de la suggestion de Martine. Finalement, il acquiesça. « Vous avez raison. Mais s'il vous plaît, Martine, soyez prudente. Il a déjà tant souffert. » Martine prit une profonde inspiration et commença à marcher vers le stand de Léonard. Son cœur battait la chamade, et ses mains tremblaient légèrement. Quand elle ne fut plus qu'à quelques mètres, elle s'arrêta et le regarda vraiment. Il organisait des portraits au fusain sur un présentoir improvisé, chaque dessin montrant des visages d'enfants avec des détails impressionnants. Il y avait quelque chose de mélancolique dans chaque visage, comme si chaque enfant portait une histoire non racontée. « Vos peintures sont magnifiques », dit-elle doucement. Léonard leva les yeux, et Martine sentit un choc en croisant son regard. C'étaient des yeux qui avaient vu beaucoup de souffrance, mais qui conservaient encore une étincelle de bonté.
Merci, répondit-il d'une voix calme. Vous cherchez quelque chose en particulier? Je fais aussi des portraits sur commande. Martine fit un pas de plus, étudiant son visage. Vous vous souvenez de moi? Il pencha la tête, confus. Désolé, mais non. Devrais-je? Probablement pas. Ça fait très longtemps. Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Avez-vous déjà vécu dans un orphelinat à Orléans? Le Sainte-Claire? La réaction de Léonard fut immédiate et viscérale. Il laissa tomber le pinceau qu'il tenait, son visage pâlissant. « Comment vous » commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge. « Vous avez vécu là-bas aussi ?»« Oui. Je m'appelle Martine. Nous étions amis, Léo. Tu me montrais tes dessins. Des dessins d'une grande maison, d'un piano, d'un grand frère. » Léonard recula d'un pas, sa respiration s'accélérant. Ses yeux scrutèrent le visage de Martine comme s'il cherchait des souvenirs enfouis. « Martine, répéta-t-il, je me souviens. Tu disais toujours que tu me croyais. Quand les autres se moquaient de mes histoires sur mon frère, tu disais que tu me croyais. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Martine. « Oui, parce que je savais que tu disais la vérité. » Et Léo, elle lui prit la main. Ignorant comment, il trembla à son contact. « Ton frère n'a jamais cessé de te chercher. » Quoi? Sa voix n'était qu'un murmure. « Il est ici. Maintenant. Il est venu te chercher. » Léonard regarda autour de la place, la panique et l'espoir se battant sur son visage. Ses yeux se posèrent finalement sur Robert, qui se tenait à une distance respectueuse, observant la scène avec des larmes coulant sur son visage. Même à 50 mètres, même après 30 ans, il y avait quelque chose chez cet homme grand, aux cheveux grisonnants, qui résonna profondément en Léonard. « C'est lui ?» demanda Léonard, la voix tremblante. « Le garçon plus âgé de mes dessins. C'est ton frère, Robert. Il n'a jamais renoncé à toi. » Léonard fit un pas en direction de Robert, puis un autre. Ses jambes semblaient ne pas vouloir coopérer, et il trébucha. Martine le soutint par le bras, offrant un soutien silencieux. Robert se mit à marcher aussi, ses pas s'accélérant jusqu'à ce qu'il court à travers la place. Quand ils se rencontrèrent enfin, ils restèrent simplement à se regarder. Léonard, l'homme mince aux vêtements simples et aux mains tachées de fusain. Robert, l'homme d'affaires prospère avec son costume cher et ses chaussures cirées. Deux mondes complètement différents, deux destins qui avaient violemment bifurqué il y a 3 décennies. « Léo ?» La voix de Robert sortit dans un murmure étouffé. « C'est vraiment toi. » Léonard leva une main tremblante et toucha le visage de Robert, comme s'il avait besoin de confirmer qu'il était réel. « Tu es venu, dit-il, les mots sortant entrecoupés. Toutes ces années, je savais que tu viendrais. Je t'ai dessiné des milliers de fois, toujours main dans la main avec moi, toujours en train de me protéger. Je suis désolé, sanglota Robert en serrant son frère dans une étreinte forte. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Pour chaque année que tu as passée seul, pour chaque nuit où tu t'es endormi sans savoir que je te cherchais. » Léonard s'abandonna à l'étreinte, puis quelque chose en lui sembla se briser. Il se mit à pleurer, non pas les sanglots silencieux d'un adulte essayant de garder son sang-froid, mais les pleurs profonds et dévastateurs d'un enfant qui s'autorise enfin à être vulnérable. Toute la douleur, toute la solitude, toutes les années de survie dans la rue, dans les foyers, dans les coins oubliés du monde, tout remonta à la surface dans cette étreinte. Les gens sur la place s'arrêtèrent pour observer, certains avec des larmes aux yeux, témoins d'une scène d'amour, de perte et de retrouvailles qui transcendaient la compréhension commune. Tavares se tenait à une distance respectueuse, documentant discrètement le moment pour les archives officielles de l'enquête. Martine restait à proximité, ses propres larmes coulant librement, se sentant honorée d'avoir fait partie de ce voyage impossible. Finalement, lorsque les sanglots de Léonard commencèrent à diminuer, Robert l'écarta doucement pour pouvoir le regarder dans les yeux. « J'ai tellement de choses à te raconter, dit-il. Sur maman, sur papa, sur tout ce qui s'est passé. Mais d'abord, je veux juste que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule seconde. Tu étais la première chose à laquelle je pensais chaque matin et la dernière chaque soir. » Léonard hocha la tête, incapable de formuler des mots. Ses mains tenaient toujours le visage de Robert, comme s'il craignait que s'il le lâchait,
son frère pourrait disparaître à nouveau. Martine s'approcha délicatement. « Léo, dit-elle doucement, Robert a préparé quelque chose de spécial pour toi. Il y a un endroit qu'il veut te montrer. Un endroit que tu dessinais. » Léonard regarda entre les deux, la confusion et l'espoir mêlés sur son visage. « Quel endroit ?»« Notre maison, répondit Robert. La maison où nous avons grandi ensemble, où tu jouais dans le jardin, où maman jouait du piano, où tu étais heureux. Elle existe toujours, Léo. Et le piano est toujours là, il t'attend. Le voyage de retour à Paris fut complètement différent de l'aller. » Léonard était assis sur la banquette arrière de la Mercedes, traitant encore tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. Martine restait à ses côtés, offrant une présence réconfortante et familière au milieu de tous ces changements soudains. Robert conduisait prudemment, jetant des regards fréquents dans le rétroviseur pour s'assurer que son frère était toujours là, que ce n'était pas un rêve cruel. Le silence initial fit progressivement place à de petites conversations. Léonard posait des questions sur des choses simples, sur la vie à Paris maintenant, sur les changements dans la ville. Robert répondait patiemment, sa voix chargée d'émotion, à chaque mot échangé avec le frère qu'il avait cherché si longtemps. Ils s'arrêtèrent dans un relais routier pour manger quelque chose. Léonard touchait à peine à sa nourriture, ses yeux revenant constamment vers Robert, comme s'il ne pouvait toujours pas croire à la réalité. C'est pendant cette pause que Robert commença à raconter toute l'histoire, les mots sortant dans un flot prudent et douloureux. « Quand tu as disparu, notre famille s'est effondrée, commença-t-il en remuant distraitement son café. Papa a dépensé toute son énergie et ses ressources à te chercher. Maman, elle n'a plus jamais été la même. Elle a cessé de jouer du piano, elle a cessé de sourire. La maison est devenue silencieuse, comme si elle avait perdu son âme. » Léonard écoutait en silence, les larmes coulant sur son visage maigre. « Je me souviens, dit-il doucement. Je me souviens de fragments. Une femme me tirant loin du parc, une camionnette sombre, être emmenée dans un endroit qui sentait les médicaments. Et puis, il y avait une autre maison, des gens différents. Ils m'appelaient par un autre nom, disaient que mes parents étaient partis et que j'avais une nouvelle famille maintenant. » Robert serra les poings sur la table, la vieille colère revenant. « Tavares a découvert la vérité. Tu as été emmené dans une famille qui a payé pour t'avoir. Un couple nommé Julien et Christine Martin. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants et, désespérés, ont eu recours à des moyens illégaux. » Martine toucha doucement le bras de Léonard. « Tu te souviens d'eux » Il hocha lentement la tête. Christine était gentille. Elle pleurait beaucoup. Julien était distant, toujours au travail. Ils essayaient de me faire oublier ma vie d'avant, mais je ne pouvais pas. Je rêvais d'un garçon plus âgé, de musique, de jardin. Ils disaient que c'était mon imagination. « Ils sont morts dans un accident, » dit doucement Robert. « Et quelqu'un, probablement la même personne qui avait aidé à t'enlever, t'a emmené à l'orphelinat avec de faux documents. Elle voulait effacer toute preuve de la transaction illégale. » Léonard resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'une tristesse ancienne. « Pendant toutes ces années, j'ai cru que j'étais fou, que les souvenirs du piano, du frère, de la belle maison, n'étaient que des fantasmes que mon esprit avait créés pour survivre. Même à l'orphelinat, quand Martine disait qu'elle me croyait, une partie de moi en doutait. « Tu n'as jamais été fou, » dit fermement Martine. « Tu te souvenais de la vérité. Ton cœur n'a jamais oublié. » Robert tendit la main sur la table et prit celle de Léonard. « Nous allons reconstruire tout ce qui a été perdu, ensemble. Tu n'es plus seul, Léo, tu ne le seras plus jamais. » L'arrivée au manoir de Passy fut un moment d'extrême émotion. Léonard sortit lentement de la voiture, ses yeux parcourant l'imposante façade de la maison. Elle était plus grande et plus luxueuse qu'il ne s'en souvenait, mais il y avait quelque chose de profondément familier en elle. Le jardin, bien que mature et différent, avait toujours la même disposition de base. Les hautes fenêtres captaient toujours la lumière de l'après-midi de la même manière. « Je connais cet endroit, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Je courais dans ce jardin, il y avait des roses jaunes près du portail. Il y en a toujours, » dit Robert, la voix brisée. « Maman n'a jamais permis qu'on les enlève. Elle disait que c'était tes préférés et que tu aimais leur odeur. » Léonard se dirigea vers les roses comme en transe. Il s'agenouilla à côté d'elle, touchant délicatement les pétales. « Un souvenir me revient maintenant, dit-il. Maman me soulevant,
me laissant sentir les roses. Elle disait que les fleurs sont des cadeaux de la terre, que nous devons toujours les apprécier. Robert le rejoignit dans le jardin, s'agenouillant à côté de son frère. Elle disait ça chaque printemps, confirma-t-il. C'était presque un rituel. Vous passiez des heures ici tous les deux, elle t'apprenant le nom de chaque fleur, de chaque plante. Léonard ferma les yeux, laissant plus de souvenirs remonter à la surface. « J'étais heureux ici, murmura-t-il. Si heureux. Comment ai-je pu oublier tant de bonheur ? Tu n'as pas complètement oublié, dit doucement Robert. Tes dessins le prouvent. Tu as porté ce bonheur en toi toutes ces années, même quand tu ne comprenais pas ce que cela signifiait. » Ils entrèrent ensemble dans la maison, Robert guidant Léonard à travers les pièces. Chaque pièce déclenchait d'autres souvenirs fragmentés. Léonard touchait les murs, les portes, les meubles, comme si par le toucher, il pouvait récupérer les années perdues. Dans le couloir principal, il s'arrêta devant le portrait que Martine avait reconnu, le portrait qui avait initié tout ce voyage. « C'est moi, » dit Léonard, touchant délicatement le cadre. « Je me souviens du jour où il a été peint. Je ne voulais pas rester immobile, je voulais aller jouer dans le jardin, mais maman a dit que c'était important, qu'un jour je voudrais me souvenir de comment j'étais quand j'étais petit. Et elle avait raison, dit Robert, ce portrait t'a ramené à la maison. » Quand ils arrivèrent dans le salon, Léonard s'arrêta brusquement. Là, occupant une place de choix, se trouvait un piano à queue Steinway, le bois poli brillant sous la douce lumière qui entrait par les fenêtres. Léonard s'en approcha comme s'il était devant quelque chose de sacré. Ses mains tremblaient lorsqu'il toucha enfin les touches, produisant une note unique et claire. « Maman jouait tous les après-midi, » dit Robert, se tenant à ses côtés. « Tu t'asseyais à côté d'elle sur le banc, essayant d'imiter ses mouvements. Tu étais très petit, tes pieds atteignaient à peine le sol, mais tu étais déterminé à apprendre. »« Je me souviens, » dit Léonard, les larmes tombant sur les touches blanches et noires. « Je me souviens de la musique. Elle remplissait toute la maison, rendait tout magique. » Il appuya sur quelques touches avec hésitation et une mélodie familière commença à émerger. « Chopin, » murmura-t-il. « Nocturne en mi bémol majeur. » C'était son préféré. Robert sentit une boule dans sa gorge. « Tu te souviens de la musique. Certaines choses, on ne les oublie jamais complètement, » dit Léonard, continuant à jouer avec une confiance croissante. « Elles sont enfouies si profondément qu'elles deviennent une partie de ce que nous sommes. » Robert ouvrit un tiroir sur le côté du piano et en sortit une enveloppe jaunie. « Avant de partir, maman a laissé ceci pour toi. Elle n'a jamais perdu l'espoir qu'un jour tu reviendrais. » Les mains tremblantes, Léonard ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite avec la calligraphie délicate de sa mère. Les larmes brouillaient sa vue, alors qu'il lisait les mots qui avaient attendu des décennies pour être vus par ses yeux. « Mon cher Léonard, mon petit trésor, si tu lis ceci, cela signifie que tu es enfin rentré à la maison. Je veux que tu saches qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans que je pense à toi. Le piano reste ici, silencieux depuis que tu es parti, attendant le jour où tes mains reviendraient toucher ses touches. Ton frère Robert n'a jamais renoncé à toi. Il porte l'espoir que parfois je ne parvenais pas à garder. Sois gentil avec lui, mon chéri. Il se blâme pour des choses qui n'ont jamais été de sa responsabilité. Je t'aime au-delà des mots, au-delà du temps, au-delà de la vie elle-même. Ta maman. » Léonard se plia en deux, les sanglots secouant son corps maigre. Robert le serra dans ses bras, et les deux frères restèrent là, à côté du piano silencieux, laissant enfin la douleur de 3 décennies s'écouler librement. Martine observait depuis la porte, son propre cœur brisé et en même temps comblé, en assistant à cette scène. Tavares, qui était arrivé peu après eux, restait discrètement dans le coin, documentant tout pour le rapport final de l'enquête, mais même le détective expérimenté avait les larmes aux yeux. Les jours suivants, Léonard commença à s'adapter à sa nouvelle réalité. Robert lui avait préparé une chambre, décorée avec soin et sensibilité. Ce n'était pas la chambre d'enfance de Léonard, que Robert avait gardée intacte comme un sanctuaire pendant des années, mais un nouvel espace où Léonard pourrait commencer à construire sa vie d'adulte. Robert engagea les meilleurs médecins et psychologues pour l'aider à traiter le traumatisme et l'amnésie partielle. Les examens révélèrent que l'accident qu'il avait subi en 2012 avait causé des dommages importants, mais qu'avec un traitement approprié et un environnement sûr, une grande partie de sa mémoire pourrait être récupérée. C'est au cours d'une
De ces séances de thérapie que Léonard raconta enfin l'histoire complète de ses années perdues. Après avoir fui l'orphelinat à 14 ans, il avait survécu dans les rues de plusieurs villes, faisant de petits boulots, dormant dans des foyers quand il le pouvait, sous des ponts quand il ne le pouvait pas. Son talent pour le dessin avait été son salut à de nombreux moments, lui permettant de vendre des portraits aux touristes ou aux commerçants locaux. « Je n'ai jamais cessé de chercher », dit-il lors d'une de ses séances, avec Robert assis à ses côtés. « Chaque ville que je visitais, je cherchais des indices. Je suis retourné une fois à l'orphelinat, mais c'était différent, vide. J'ai dessiné sur le mur, un message au cas où quelqu'un viendrait me chercher, mais personne n'est venu. » « Je ne savais pas où chercher, » dit Robert, la culpabilité encore évidente dans sa voix. « Si j'étais retourné à l'orphelinat, si j'avais insisté davantage. » La psychologue intervint doucement. « Vous devez tous les deux cesser de vivre avec des « si ». L'important, c'est que vous êtes ensemble maintenant. C'est l'avenir qui compte. » Les semaines se transformèrent en mois, et lentement, Léonard commença à s'épanouir. Il se remit à dessiner avec une passion renouvelée, mais maintenant ses thèmes étaient différents. En plus des portraits d'enfants qui avaient toujours peuplé ses œuvres, il commença à peindre des scènes d'espoir et de retrouvailles, des jardins fleuris, des pianos éclairés par la lumière du soleil, des mains entrelacées. Robert, de son côté, redécouvrit la joie d'avoir une famille. Il avait vécu seul si longtemps, se consacrant exclusivement à son travail et à la recherche de son frère, qu'il avait oublié ce que c'était que de partager des repas, des conversations, le silence confortable d'avoir un être cher à proximité. Martine devint une présence, constante dans la maison. Sa fille Camille, d'abord timide, s'attacha rapidement à Léonard, fasciné par ses histoires et ses dessins. Léonard, à son tour, trouva en Camille une occasion d'être le protecteur qu'il n'avait jamais eu enfant, lui apprenant à dessiner, parlant de ses rêves et de ses peurs. Et c'est en pensant à l'avenir que Robert prit une décision qui allait changer non seulement leur vie, mais la vie de nombreuses autres familles. Il convoqua une réunion dans son manoir, invitant Martine, Tavares, son équipe d'avocats, et même sœur Thérèse, qui avait fait le voyage spécialement pour cette rencontre. « Je veux créer une fondation », annonça-t-il, sa voix ferme et pleine de détermination, dédiée à la recherche d'enfants disparus et à la réunion des familles. J'investirai des ressources importantes. J'engagerai les meilleurs enquêteurs, j'utiliserai une technologie de pointe. Aucune famille ne devrait traverser ce que la mienne a traversé. Aucun enfant ne devrait vivre avec l'incertitude que Léonard a vécue. Léonard, qui était assis au piano où il passait maintenant des heures chaque jour à réapprendre à jouer, se tourna vers son frère. « Je veux aider, » dit-il avec détermination. « Mon art, mes dessins, ils peuvent faire la différence. Je peux créer des portraits, des campagnes de sensibilisation. Si mon histoire peut donner de l'espoir à une seule famille, alors toute la souffrance en aura valu la peine. Et tu seras la pièce maîtresse de la fondation, » dit Robert en s'approchant de lui. « Ton histoire doit être racontée, non pas pour exposer ta douleur, mais pour donner de l'espoir à d'autres personnes, pour montrer que les miracles existent, même quand ils semblent impossibles. » Martine leva timidement la main. « Puis-je faire une suggestion ?» Quand tous les regards se tournèrent vers elle, elle continua. « J'ai grandi dans des orphelinats. Je connais le système de l'intérieur. Je pourrais aider à coordonner les efforts, à m'assurer que les enfants reçoivent non seulement une recherche pour leur famille, mais aussi un soutien émotionnel pendant le processus. » Robert sourit, la première expression de joie véritable en des semaines. « Martine, je ne pourrais penser à personne de mieux pour diriger cette initiative. Vous m'avez ramené mon frère. Laissez-moi vous aider à ramener d'autres enfants à leur famille. » Sœur Thérèse essuya les larmes de ses yeux. « Vous pouvez compter sur tout le soutien de Sainte-Claire et des autres orphelinats avec lesquels nous sommes en contact. Il est temps de transformer cette tragédie en quelque chose qui puisse bénéficier à de nombreuses autres personnes. » Tavares, toujours pratique, prenait déjà des notes. « Nous avons besoin d'une structure solide, base de données, réseau de contacts, partenariats avec les autorités. Mon équipe est prête à s'y consacrer entièrement. » La Fondation Lambert fut inaugurée 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie qui attira l'attention nationale. Le logo, peint par Léonard lui-même, montrait 2 garçons se tenant la main devant un piano avec l'inscription « Aucun enfant ne doit être oublié ».
La cérémonie eut lieu dans le jardin du manoir, parmi les roses jaunes que la mère de Léonard aimait tant. Des centaines de personnes y assistèrent, y compris des familles d'enfants disparus, des journalistes, des autorités et des bénévoles. Léonard, qui vivait désormais en permanence au manoir et récupérait progressivement plus de souvenirs de son enfance, devint le visage de la fondation. Sur la scène installée pour l'occasion, il raconta son histoire pour la première fois publiquement, sa voix calme mais chargée d'émotion. « Pendant 30 ans, je ne savais pas qui j'étais vraiment, dit-il, en tenant fermement la main de Robert qui était à ses côtés. J'ai vécu sous différents noms, dans différents endroits, toujours avec un vide en moi que je ne pouvais pas expliquer. Mais une partie de moi n'a jamais oublié. Elle a continué à dessiner, à rêver, à espérer. Et aujourd'hui, je suis ici pour dire que l'espoir n'est pas une illusion. L'amour n'a pas de date d'expiration. Et les familles peuvent être reconstruites, peu importe le temps qui s'est écoulé. » Il n'y eut pas un œil sec dans l'assistance. Ses peintures furent exposées dans une galerie improvisée dans le jardin, chaque œuvre racontant une partie de son parcours, des jours sombres dans la rue aux retrouvailles glorieuses avec son frère. Tous les bénéfices des ventes furent reversés à la cause, et en quelques heures seulement, des dizaines d'œuvres furent vendues. Martine prit officiellement le poste de coordinatrice exécutive, apportant son expérience personnelle et sa compassion naturelle pour aider des dizaines de familles. Elle engagea une équipe dévouée, mit en place des protocoles sensibles pour traiter avec les enfants traumatisés et leurs familles et établit des partenariats avec des psychologues spécialisés dans la réunification familiale. Tavares et son équipe furent engagés à plein temps, se consacrant exclusivement au cas de la Fondation. Ils mirent en œuvre des technologies de pointe, notamment la reconnaissance faciale, des bases de données intégrées et un réseau d'informateurs dans tout le pays. En moins d'1 an, la Fondation avait déjà aidé à réunir 5 familles. Sœur Thérèse, déjà âgée mais toujours pleine d'énergie, devint consultante, aidant la Fondation à travailler avec les orphelinats et les foyers de tout le pays, s'assurant que les dossiers étaient correctement tenus et qu'aucun enfant ne disparaissait dans le système. Elle voyageait régulièrement pour donner des conférences et des formations, sa sagesse accumulée au cours de décennies de travail avec les enfants étant une ressource inestimable. L'enquête sur l'enlèvement de Léonard révéla finalement l'identité de la femme qui avait exécuté le plan. C'était une infirmière nommée Vera Lefebvre, qui avait travaillé avec Christine Martin et connaissait le désespoir du couple d'avoir des enfants. Vera était décédée des années auparavant, mais sa famille, en apprenant la vérité, demanda publiquement pardon et fit un don important à la Fondation pour tenter de réparer. Robert décida de ne poursuivre personne impliqué dans le réseau qui était encore en vie. Au lieu de cela, il canalisa toute son énergie pour s'assurer que de telles choses ne se reproduiraient plus. Il travailla avec des législateurs pour renforcer les lois sur l'adoption et augmenter les peines pour l'enlèvement et les systèmes illégaux de placement d'enfants. Son influence en tant qu'homme d'affaires prospère ouvrit des portes qui étaient restées fermées à d'autres voies. Le soir de l'inauguration officielle de la Fondation, après que tous les invités furent partis, Robert et Léonard s'assirent ensemble au piano. Léonard avait passé des mois à réapprendre les morceaux que sa mère jouait et ses mains se déplaçaient maintenant avec confiance sur les touches. La thérapie avait aidé à débloquer plus de souvenirs et avec eux était venue une compréhension plus profonde de qui il était avant l'enlèvement. « Joue avec moi, dit Léonard, en regardant son frère avec un sourire qui illumina toute la pièce. Comme nous le faisions quand nous étions enfants. Robert hésita, ses mains planant au-dessus des touches. « Je n'ai jamais été aussi bon que toi ou maman. Ça n'a pas d'importance. Je veux juste que nous soyons ensemble. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Et ainsi, sous le regard ému de Martine, qui observait depuis la porte avec Camille à ses côtés, les 2 frères jouèrent ensemble pour la première fois en plus de 30 ans. La musique qui remplit le manoir n'était pas parfaite. Il y avait des fausses notes, des moments d'hésitation, des endroits où les mains de Robert trébuchaient, mais c'était la plus belle chose que quiconque présent ait jamais entendue. C'était le son d'une famille réunie, le son de promesses tenues et d'espoirs réalisés, le son de 2 frères qui, malgré toutes les probabilités, toutes les années et toute la douleur, avaient finalement retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Camille murmura à sa mère « C'est la plus belle musique que j'ai jamais entendue. »
Martine serra sa fille dans ses bras et sourit à travers ses larmes. Parce qu'elle est jouée avec amour, ma fille, et l'amour rend toujours tout plus beau. Quand la musique se termina, Léonard se tourna vers Robert. « Merci de n'avoir jamais renoncé à moi. Merci de m'avoir cherché même quand tout le monde disait que c'était impossible. Merci de m'avoir ramené à la maison. » Robert serra fort son frère dans ses bras. « Tu as toujours été dans mon cœur, Léo. Depuis ce jour au parc, il ne s'est pas passé un seul moment sans que je pense à toi. Te retrouver n'était pas un miracle, c'était le résultat d'un amour qui refusait de mourir. » Et tandis que la musique résonnait dans la maison, remplissant chaque pièce de sa mélodie imparfaite mais sincère, le portrait de Léonard enfant sur le mur du couloir semblait sourire, comme s'il savait que finalement, après si longtemps, ce petit garçon de 4 ans qui avait été enlevé dans un parc par une journée ensoleillée était rentré à la maison. Pas seulement dans la maison de briques et de bois, mais dans la maison qui est construite de souvenirs, d'amour et de liens que le temps ne peut jamais vraiment briser.